La première fois qu'Isabelle Moreau servit le petit déjeuner à Richard Montaigne, leurs mains se frôlèrent par inadvertance. Et, dans cette fraction de seconde, ils furent tous deux témoins de l'impossible. Un champ de bataille, en l'an 1225, un esclave mourant dans les bras d'une reine, et une promesse qui avait traversé 800 ans. Mais, pour comprendre ce qui se passa ce mardi matin à 7 heures au manoir Montaigne, il faut d'abord savoir qui était Richard. 42 ans, PDG de Montaigne Hôtel, une chaîne de 12 hôtels de luxe générant un chiffre d'affaires annuel de 280 millions de dollars. Veuf depuis 3 ans, depuis que son épouse, Monique, est décédée dans un accident de voiture qu'il conduisait lui-même. Dès lors, Richard Montaigne se transforma en une machine. Il travaillait 16 heures par jour, dormait 4 heures, et les 4 autres. Il les passait dans la salle de sport de son manoir de 2400 mètres carrés, à frapper un sac de boxe jusqu'à ce que ses jointures saignent. Les employés du manoir Montaigne le surnommaient le fantôme, parce que Richard ne parlait à personne, ne regardait personne. Il se contentait de donner des ordres d'une voix froide et disparaissait dans son bureau au 3e étage. En 3 ans, il avait renvoyé 47 employés. Non pas pour incompétence, mais parce que leur simple présence lui rappelait qu'il était toujours en vie, alors que Monique était morte. Et puis, Isabelle arriva, 28 ans, employée de cuisine, engagée le 15 septembre pour remplacer la cuisinière précédente, qui avait démissionné au bout de 2 semaines. Isabelle Moreau était mince, presque fragile. Elle avait des cernes profonds, ceux de quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des mois. Et lorsque le majordome, Monsieur Dubois, lui fit visiter la cuisine industrielle du manoir, elle ne posa qu'une seule question. Quand puis-je commencer à faire des heures supplémentaires? Parce qu'Isabelle avait une fille, Sophie, 4 ans, leucémie aiguë lymphoblastique, diagnostiquée il y a 7 mois. Le traitement coûtait 12 000 $ par mois. Isabelle gagnait 2 000 $. Elle travaillait au manoir Montaigne de 6 heures du matin à 2 heures de l'après-midi. Puis, elle courait au restaurant La Perle, où elle faisait la plonge de 3 heures à 10 heures du soir. Et, à 11 heures du soir, elle nettoyait des bureaux dans l'immeuble Voltaire jusqu'à 4 heures du matin. Elle dormait 1 heure et elle recommençait. Veuve depuis 1 an, son mari, David, était décédé dans un accident de chantier, sans assurance, sans rien, que des dettes. Et Isabelle, avec un bébé de 3 ans, fraîchement diagnostiqué avec un cancer, dut choisir, sombrer ou se battre. Elle choisit de se battre. Mais ce qu'Isabelle ignorait, c'est que le mardi 17 septembre, à 7 heures du matin, lorsqu'elle servirait le café à Richard Montaigne pour la première fois, 800 ans d'histoire allaient exploser en une seule seconde. Si vous avez déjà eu l'impression de connaître quelqu'un que vous venez de rencontrer, laissez-moi un commentaire. Parce que ce que vous allez entendre maintenant va changer la façon dont vous comprenez les connexions humaines. Richard Montaigne descendit l'escalier de marbre à 7 heures précises. Comme d'habitude, costume gris Dior. Comme d'habitude, visage de pierre. Comme d'habitude, Monsieur Dubois l'avait informé qu'il y avait une nouvelle cuisinière. Mais Richard n'y prêta aucune attention. Les employés étaient des pièces interchangeables, des numéros sur une feuille de paie. Rien de plus. Il s'assit à la tête de la table de la salle à manger principale. Une table en acajou pour 24 personnes. Il s'asseyait toujours seul. Il ouvrit son ordinateur portable, vérifia ses emails et attendit son petit déjeuner. Isabelle poussa la porte de la cuisine avec le plateau en argent. Café noir, toast, fruits, jus d'orange. Elle avait tout préparé exactement comme Monsieur Dubois le lui avait indiqué. Ses mains tremblaient légèrement. Pas par peur, mais par fatigue. Elle avait dormi 47 minutes cette nuit-là. Mais elle avait besoin de ce travail. Elle avait besoin de chaque centime. Elle s'avança vers la table. Richard ne leva même pas les yeux. Isabelle plaça la tasse de café devant lui. Et, à ce moment précis, alors qu'elle retirait sa main, ses doigts frôlèrent ceux de Richard. Ce fut un contact de moins d'1 seconde. Mais tous deux eurent l'impression que 800 ans explosaient dans leur corps. Richard leva les yeux et vit, non pas avec ses yeux,
avec quelque chose de plus profond. Un champ de bataille, des corps partout, de la fumée, des cris, et un homme en armure brisée, couvert de sang, tombant à genoux. Et une femme en robe bleue royale, courant vers lui, en criant. Et l'homme, murmurant, « Dans chaque vie, ma reine, je te retrouverai. » Isabelle lâcha le plateau. Le bruit du métal heurtant le sol fit cligner des yeux Richard. La vision disparut, mais le frisson était toujours là, comme de l'électricité parcourant ses veines. Ils se regardèrent. Les yeux de Richard, gris comme l'acier, se plantèrent dans ceux d'Isabelle, marron foncé. Et, pour la première fois, en 3 ans, Richard Montaigne ressentit autre chose que de la douleur, de la reconnaissance, comme s'il avait attendu 800 ans ce moment. Isabelle recula d'un pas. Son cœur battait à 180 pulsations par minute. Qu'était-ce que c'était que ça? Qu'est-ce qu'elle venait de voir? Un homme mourant, une promesse, du sang, des roses. Ça n'avait aucun sens. « Pardon, monsieur », murmura Isabelle, se baissant pour ramasser le plateau. Richard ne répondit pas. Sa main droite tremblait. Il ferma le poing, serra jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. C'était juste de la fatigue, un manque de sommeil. Il avait travaillé jusqu'à 3 heures du matin. C'était ça. Ça devait être ça. « Retirez-vous », dit Richard d'une voix contrôlée. Mais sa main continuait de trembler. Isabelle ramassa le plateau, fit volte-face et se dirigea rapidement vers la cuisine. Elle ferma la porte derrière elle, s'appuya contre le mur et sentit des larmes couler sur son visage, sans comprendre pourquoi. Qu'est-ce que c'était que ça? À table, Richard ferma son ordinateur portable, regarda sa main droite. Le tremblement avait cessé, mais quelque chose d'autre avait commencé. Une sensation dans sa poitrine, comme si une horloge qui était à l'arrêt depuis 800 ans venait de se remettre à faire tic-tac. Il se leva, monta dans son bureau, ferma la porte. Et, pour la première fois en 3 ans, Richard Montaigne ne travailla pas. Il se contenta de s'asseoir sur sa chaise en cuir, en regardant par la fenêtre, se demandant pourquoi il avait l'impression d'avoir retrouvé quelque chose qu'il avait perdu il y a très longtemps. Les 5 jours suivants furent étranges. Richard descendait prendre son petit déjeuner à 7 heures. Isabelle lui servait le café. Mais, désormais, tous deux prenaient garde à ne pas se toucher. Isabelle déposait la tasse à 10 centimètres de la main de Richard. Il attendait qu'elle s'éloigne avant de la prendre. Comme si tous deux savaient qu'un autre contact pourrait activer quelque chose que aucun n'était prêt à affronter. Mais il y avait autre chose. Isabelle connaissait le manoir. Monsieur Dubois le remarqua le 3e jour. Isabelle nettoyait la bibliothèque au 2e étage lorsque le majordome entra pour lui montrer où se trouvaient les produits d'entretien. Mais Isabelle les avait déjà trouvés, dans le placard caché derrière le panneau de bois factice. Un placard qui ne figurait pas dans le manuel de la maison. Un placard que seuls les employés ayant plus de 5 ans d'ancienneté connaissaient. « Comment saviez-vous qu'il était là ?» demanda Monsieur Dubois. Isabelle cligna des yeux, regarda le panneau de bois. « Je ne sais pas. J'ai juste senti qu'il devait être là, ce même après-midi. » Isabelle préparait le dîner lorsque Monsieur Dubois lui demanda si elle savait où se trouvait le cellier à épices. Isabelle se dirige délibérément vers la 3e armoire à gauche. Elle ouvre la porte dérobée et en sort le safran dont Monsieur Dubois a besoin. Le garde-manger secret avait été construit il y a 40 ans par le grand-père de Richard. Seule la famille Montaigne connaissait son existence. « Isabelle, » dit Monsieur Dubois d'une voix grave, « tu as déjà été dans cette maison. » Isabelle secoue la tête. « Non, c'est ma première fois. » Mais au moment où elle le dit, une image lui traverse l'esprit. Un jardin de roses, des colonnes de marbre et une fontaine en forme de lion. Elle avait vu ce jardin. Mais comment? Le manoir Montaigne n'avait pas de jardin de roses. Seulement une pelouse et une piscine. Richard aussi commença à remarquer des choses. Le samedi soir, il travaillait dans son bureau quand il entendit de la musique, douce, lointaine. Une mélodie qu'il ne reconnaissait pas, mais qui lui donnait la chair de poule. Il descendit les escaliers en suivant le son. Il venait de la cuisine. Il ouvrit la porte en silence. Isabelle nettoyait les comptoirs, en fredonnant une mélodie ancienne, sans parole, juste des notes,
mélancolique, magnifique, comme quelque chose qu'on chante dans une cathédrale médiévale. Richard sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Il connaissait cette mélodie. Il ne savait pas d'où, ni comment, mais il la connaissait, comme s'il l'avait entendue, il y a 800 ans, dans un jardin de roses, pendant qu'un esclave mourait dans les bras d'une reine. Isabelle sentit sa présence. Elle arrêta de fredonner, se retourna. « Pardon, monsieur », dit-elle rapidement. « Je ne voulais pas vous déranger. »« Cette chanson ?» dit Richard. Sa voix sonnait étrange, brisée. « Où l'as-tu apprise ?» Isabelle fronça les sourcils. « Je ne sais pas. Je la fredonne depuis que je suis enfant. Ma grand-mère disait que je la chantais quand j'étais bébé. Mais personne ne sait d'où elle vient. » Silence. Richard fit un pas vers elle. Isabelle sentit le frisson à nouveau, comme de l'électricité, comme une reconnaissance, comme si chaque cellule de son corps criait « Tu le connais, tu l'as toujours connu. J'ai besoin que tu partes », dit Richard. Mais sa voix ne sonnait pas en colère. Elle sonnait effrayée. Isabelle acquiesça, prit son sac et sortit de la cuisine sans regarder en arrière. Mais à la porte, elle s'arrêta. « Monsieur Montaigne », dit-elle sans se retourner. « Avez-vous déjà senti que vous connaissiez quelqu'un que vous venez de rencontrer ?» Richard ne répondit pas. Isabelle partit, et Richard resta debout dans la cuisine vide, avec l'écho d'une mélodie de 800 ans résonnant dans sa tête. Le dimanche matin, Richard ne pouvait pas dormir. À 4 heures du matin, il descendit à la bibliothèque, alluma la cheminée et commença à fouiller dans les archives de la famille Montaigne. Il ne savait pas ce qu'il cherchait, mais il sentait qu'il y avait quelque chose, une connexion, une réponse. Il trouva une boîte en bois sur la 3e étagère, couverte de poussière. Il l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait des documents anciens, des lettres, des photos d'arrière-grands-parents et un objet enveloppé dans un tissu blanc. Il le déballa. Une bague, en or, ancienne, avec une inscription gravée à l'intérieur. « I plus, ça, pour l'éternité ». Richard sentit le sol disparaître sous ses pieds. Il connaissait cette bague. Il ne savait pas comment, ni d'où, mais il la connaissait, comme s'il l'avait vue, il y a 800 ans, au doigt d'une reine qui jurait de l'attendre dans chaque vie. Il rangea la bague dans la poche de sa robe de chambre, monta dans sa chambre, s'assit au bord du lit, et pour la première fois depuis la mort de Monique, Richard Montaigne pleura, non pas de tristesse, mais de quelque chose de plus profond, de reconnaissance, de perte, d'une promesse qu'il avait oubliée, mais que son âme se souvenait. Le lundi à 7 heures du matin, Isabelle arriva au manoir. Elle avait des cernes plus profondes. Elle avait travaillé un triple quart de travail, le dimanche, parce que l'hôpital l'avait appelée. Sophie avait besoin d'une transfusion urgente. 3 000 €. Isabelle en avait 800. Elle avait pleuré dans les toilettes de l'hôpital pendant 20 minutes. Ensuite, elle s'était lavé le visage, était retournée travailler et avait décidé qu'elle demanderait une avance à Monsieur Montaigne. Elle prépara le petit déjeuner. Café, toast, fruits, sortit de la cuisine avec le plateau. Richard était déjà assis, comme toujours. Costume gris, comme toujours. Mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Isabelle posa la tasse de café. Cette fois, elle ne fit pas attention. Ses doigts touchèrent ceux de Richard, et le monde explosa, à nouveau. Mais cette fois, la vision fut plus claire, plus longue. Isabelle vit un palais, des colonnes de marbre, un jardin de roses, et une femme en robe bleue royale, debout près d'une fontaine en forme de lion. La femme se retourna, et ses yeux étaient ceux d'Isabelle, mêmes yeux marrons, même forme du visage, mais avec une couronne en or, et devant elle, à genoux, un homme avec des chaînes aux poignets, tête baissée. Mais quand il levait les yeux, Isabelle voyait les yeux gris de Richard. La vision se termina. Isabelle retira sa main comme si elle s'était brûlée. Haletant, Richard s'était levé, pâle, tremblant. « Tu l'as vu aussi », dit Richard. Ce n'était pas une question. Isabelle acquiesça, incapable de parler. « Qui es-tu » murmura Richard. « Je ne sais pas », répondit Isabelle. « Mais je sens que je te connais. Je sens que je t'ai toujours connu. » Silence. Et alors Richard fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait, avec aucun employé en 15 ans. Il tendit sa main droite. Isabelle la regarda, tremblante.
et lentement posa sa main dans la sienne. Cette fois, il n'y eut pas de vision, seulement une sensation de plénitude, comme si 2 pièces d'un puzzle de 800 ans s'emboîtaient enfin. Richard regarda la main d'Isabelle et vit quelque chose qui le fit se figer. Sur le pouls droit d'Isabelle, il y avait une tache de naissance, sombre, en forme de ligne horizontale, comme une cicatrice ancienne. Richard lâcha sa main, remonta la manche de sa chemise et montra son pouls droit. Même marque, même endroit, même forme, comme s'il y a 800 ans, quelqu'un avait eu des chaînes à ce pouls et que la marque avait traversé des vies. Isabelle recula, son dos heurta le mur. Ce n'est pas possible, ce ne peut pas être réel. Richard s'approcha, mais pas d'une manière menaçante, d'une manière suppliante, comme s'il avait besoin de réponses autant qu'elle. « Le manoir dans lequel tu travailles, » dit Richard d'une voix brisée, « a été construit en 1890 sur les ruines d'un ancien palais espagnol du XIIIe siècle. Mon arrière-grand-père a acheté les terres parce que, selon les légendes, il y avait eu ici un palais royal. Le jardin de roses qu'ils ont détruit pour construire la piscine avait 800 ans, et la fontaine en forme de lion qu'ils ont déplacée au musée national était au centre de ce jardin depuis 1225. Isabelle sentit ses jambes la lâcher. Elle glissa le long du mur jusqu'à être assise sur le sol. « J'ai vu ce jardin, » murmura-t-elle, « dans mes rêves, depuis que je suis enfant. Un jardin de roses, une fontaine de lions et un homme mourant. Toujours le même rêve, toujours le même homme. » Richard s'agenouilla devant elle. Pour la première fois, en 3 ans, ses yeux gris n'étaient pas vides. Ils étaient remplis de larmes. « Moi aussi, » dit-il. « J'ai rêvé d'une femme en robe bleue, pleurer sur mon corps, me disant qu'elle m'attendrait. 800 ans. » Ils se regardèrent, et à ce moment précis, sans un mot, ils comprirent tous les deux la vérité. Ce n'était pas la première fois qu'ils se rencontraient. Et ce qui allait suivre prouverait que certaines promesses sont si puissantes que même la mort ne peut les briser. Si cette histoire vous donne des frissons, imaginez ce qu'ils ont ressenti. Et ce qu'ils ont découvert ensuite était encore plus impossible. Mais d'abord, Richard tenta de tout nier. Il se releva du sol, aida Isabelle à se remettre debout. Et d'une voix froide, presque robotique, il dit « C'est juste du stress. Nous sommes tous les deux fatigués. Les coïncidences existent. Rien de plus. » Isabelle le regarda, et elle sut qu'il mentait, parce que ses mains tremblaient et ses yeux gris étaient remplis de quelque chose qui n'était pas de la froideur. C'était de la peur. Peur que ce soit réel. Peur que ça ne le soit pas. Peur de perdre à nouveau quelque chose qu'il venait de retrouver. « Il faut que tu continues à travailler, » dit Richard, comme si de rien n'était. « Ton service se termine à 14 heures. Après, tu peux partir. » Isabelle acquiesça, reprit le plateau et retourna à la cuisine, les jambes tremblantes. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que nier une connexion de 800 ans, c'est comme essayer d'arrêter un tsunami avec ses mains. Impossible. Cette nuit-là, Richard s'enferma dans son bureau. Il but du whisky, vérifia des contrats, répondit à des emails. Il essaya de travailler, mais à 2 heures du matin, il abandonna. Parce qu'à chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait la même chose. Un jardin de roses, 1925, pleine lune. Et lui, en armure brisée, du sang recouvrant sa poitrine, tombant dans les bras d'une femme en robe bleue et murmurant « Dans chaque vie, ma reine, je te retrouverai. » Il se réveilla en criant, en sueur, le cœur battant à 200 à l'heure, et il sut que ce n'était pas un rêve. C'était un souvenir. Isabelle ne parvint pas non plus à dormir. Elle arriva à son appartement à 23 heures, après son 3e service. Sophie dormait dans les bras de la voisine, Madame Dubois, qui s'occupait d'elle gratuitement, parce qu'Isabelle ne pouvait pas se payer une baby-sitter. Isabelle la remercia, prit Sophie dans ses bras, la coucha dans le lit qu'elle partageait, et s'assit sur le bord, regardant sa fille respirer. Et elle pleura, parce que tout était de trop. Le cancer, les 3 emplois, la fatigue. Et maintenant, ça, des visions, une reconnaissance. Un millionnaire qui la regardait comme s'il la connaissait depuis 800 ans.
Elle devenait folle. Elle devait l'être. Mais alors, elle ferma les yeux et elle vit. Elle n'était pas Isabelle. Elle était Isabelle, reine de Castille, 22 ans, debout dans un jardin de roses. Et devant elle, agenouillée, avec des chaînes aux poignets, un esclave germanique aux yeux gris qui venait de lui sauver la vie pendant l'invasion. Et elle, brisant toutes les règles de la société, s'agenouillait à ses côtés, prenait son visage entre ses mains et murmurait « Dans chaque vie, je t'attendrai ». Isabelle ouvrit les yeux, haletante. Ce n'était pas un rêve, c'était un souvenir. Les jours suivants furent une torture. Richard et Isabelle s'évitaient. Il descendait prendre son petit déjeuner à 6 heures au lieu de 7. Elle préparait tout et partait avant qu'il n'arrive. Ils ne se regardaient pas, ils ne se parlaient pas, mais tous les deux sentaient la connexion, comme un câble électrique invisible vibrant entre eux. Monsieur Dubois le remarqua. Le majordome travaillait pour la famille Montaigne depuis 30 ans, et il n'avait jamais vu Richard Montaigne se comporter ainsi. Distrait, nerveux, humain. « Monsieur Richard !» dit Monsieur Dubois le jeudi après-midi. « Tout va bien avec Isabelle ?» Richard leva les yeux de son ordinateur portable. « Pourquoi me demandez-vous ça ? Parce que vous l'évitez. Et elle vous évite. Et quand vous êtes dans la même pièce, c'est comme si l'air s'électrisait. » Richard ferma l'ordinateur portable, lentement, et d'une voix contrôlée, il dit « Ça ne vous regarde pas, Dubois. » Le majordome acquiesça, mais avant de sortir, il s'arrêta dans l'encadrement de la porte. « Monsieur Richard, ma grand-mère disait que certaines âmes sont destinées à se rencontrer et que, quand elles le font, l'univers conspire pour les réunir. Peu importe le nombre de vies que cela prendra. » Richard ne répondit pas, mais cette nuit-là, il appela son meilleur ami, le docteur Alexandre Ruiz, historien spécialisé dans l'Espagne médiévale. Ils se connaissaient depuis l'université. Et si quelqu'un pouvait lui donner des réponses, c'était lui. Ils se retrouvèrent dans un bar discret à 22 heures. « J'ai besoin que tu fasses des recherches sur quelque chose, » dit Richard sans salutation. « Je veux savoir si en 225, il a existé une reine Isabelle de Castille. Et si elle a eu une quelconque connexion avec un esclave ?» Alexandre fronça les sourcils. « Pourquoi ?» Richard but son whisky d'une traite. « Parce que je suis en train de devenir fou. » Et il lui raconta tout. Les visions, les marques de naissance identiques. Isabelle connaissant le manoir sans y avoir jamais mis les pieds. La mélodie ancienne, les rêves. Alexandre écouta en silence. Et quand Richard eut terminé, l'historien soupira. « Richard, je suis un scientifique. Je ne crois pas à la réincarnation. »« Moi non plus, » dit Richard. « Mais il se passe quelque chose. Et j'ai besoin de savoir si ça a une base historique. Ou si je suis en train de perdre la tête. » Alexandre acquiesça. « Donne-moi une semaine. » Isabelle cherchait également des réponses. Le vendredi soir, après son service au restaurant, elle alla à la bibliothèque municipale. Elle chercha des livres sur l'Espagne médiévale, le royaume de Castille, l'année 1225, et elle trouva quelque chose qui la figea. Un livre d'histoire, page 247. Titre « Les amours interdites de la royauté espagnole ». Et là, en petits caractères, elle lut « On raconte que la reine Isabelle de Castille, qui régna brièvement entre 1223 et 1928, eut un amour secret avec un esclave germanique nommé Alaric. Selon les chroniques, Alaric mourut en la défendant pendant l'invasion de 1225. La reine ne se maria jamais. Elle mourut 3 ans plus tard. Certains disent qu'à de tristesse. Le palais royal fut détruit en 1650. Ces ruines existent sous ce qui est aujourd'hui une zone résidentielle exclusive à la périphérie de Madrid. Isabelle lut le paragraphe 5 fois. Ensuite, elle chercha l'emplacement de l'ancien palais sur Google Maps et elle sentit le sol disparaître sous ses pieds. Les coordonnées exactes correspondaient à l'adresse du manoir Montaigne. Ce que vous feriez si vous découvriez que vous connaissez quelqu'un d'une vie passée. Commentez. Parce que ce qu'Isabelle fit ensuite changea tout. Le samedi matin, Isabelle arriva au manoir à 6 heures du matin. Mais au lieu d'aller à la cuisine, elle monta au 3e étage. Monsieur Dubois lui avait mentionné qu'il y avait un grenier rempli de vieilles choses de la famille Montaigne.
des choses que personne n'avait touchées depuis des décennies. Elle avait besoin de voir. Elle avait besoin de savoir. Elle ouvrit la porte du grenier. De la poussière partout. Des caisses en bois. Des meubles recouverts de draps blancs. Une odeur d'histoire. Et alors, elle le sentit. Une attraction. Comme si quelque chose l'appelait, la guidait. Elle marcha vers le fond du grenier. Il y avait une petite boîte, en métal oxydé, avec un cadenas cassé. Elle l'ouvrit, et à l'intérieur, enveloppée dans un tissu rouge décoloré, elle trouva une bague, en or, ancienne, avec des gravures usées. Elle la sortit. Ses mains tremblaient. Elle la retourna et vit l'inscription à l'intérieur. « I plaça ça, pour l'éternité ». Isabelle sentit qu'elle ne pouvait plus respirer. Elle le savait, profondément, avec chaque fibre de son être. Cette bague était la sienne. Elle l'avait portée il y a 8 siècles. Elle l'avait offerte à un esclave aux yeux gris, juste avant qu'il ne meure dans ses bras. Elle la glissa à son annulaire droit. Elle s'adapta parfaitement. Et à cet instant, le monde disparut. Vision intégrale. Pas des fragments. L'histoire entière. 1225. Château de Bourgogne. Elle s'appelle Camille. Elle a 22 ans. Reine depuis 2 ans après la mort de son père. Et lui, c'est Amaury. 32 ans. Esclave germain. Prisonnier de guerre depuis l'âge de 18 ans. Cela fait 14 ans qu'il sert au château. Et contre toutes les règles, contre toute logique, ils tombent amoureux. Elle le voit chaque jour dans la roseraie. Il s'occupe des fleurs. Elle descend se promener. Et ils parlent, en secret, car une reine ne peut aimer un esclave. Mais l'amour ne connaît pas les classes. Et une nuit de pleine lune, elle lui offre une bague, en or, avec l'inscription « C+A » pour l'éternité. Et il jure de la protéger. Toujours, 3 mois plus tard, le royaume d'Aquitaine envahit. Ils attaquent là le château. Amaury, bien qu'il soit esclave, brise ses chaînes, saisit une épée sur un soldat tombé et s'interpose entre les envahisseurs et la reine. Il reçoit 7 coups de lance, mais il parvient à la faire s'échapper. Et alors qu'il meurt dans la roseraie, à 23h47, sous la pleine lune, il murmure « Dans chaque vie, ma reine, je te retrouverai. » Et elle, pleurant sur son corps, répond « Et je t'attendrai, même si je dois te chercher pendant 1000 ans. » La vision prit fin. Isabelle tomba à genoux dans le grenier, en pleurs, la bague serrée dans son poing. Car maintenant, elle connaissait la vérité. Richard Montaigne n'était pas un étranger. C'était Amaury, l'homme qui était mort pour elle, il y a 8 siècles. L'homme qui avait juré de la retrouver dans chaque vie. Et il avait réussi. Et ce qu'elle ignorait, c'est qu'à ce même moment, à l'étage inférieur, Richard venait de recevoir un appel du docteur Antoine Lefebvre. Et les nouvelles allaient confirmer l'impossible. « Richard, » dit Antoine au téléphone. Sa voix était étrange. « Il faut que tu viennes au musée du Louvre. Maintenant. Il est 6h du matin. Antoine, je sais, mais j'ai trouvé quelque chose. Et tu dois le voir en personne. » Richard raccrocha, s'habilla et conduisit au musée en 20 minutes. Antoine l'attendait à l'entrée, non rasé, avec des cernes, comme s'il n'avait pas dormi. Ils entrèrent dans une salle restreinte des archives historiques. Antoine ferma la porte, posait une boîte sur la table et regarda Richard avec une expression qui mélangeait stupeur et peur. « J'ai passé toute la nuit à faire des recherches, » dit Antoine. « Et Richard, ce que j'ai trouvé ne devrait pas être possible. » Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, il y avait des documents anciens, des parchemins et une photographie d'un portrait. « Ce portrait, » dit Antoine, « se trouve dans la galerie privée du musée. Il date de 1225. Il a été trouvé dans les ruines du château de Bourgogne en 890. Et il représente la reine Camille de Bourgogne, avec son garde du corps personnel. » Il tendit la photo à Richard, et Richard sentit le monde s'arrêter. Sur le portrait, peint il y a 8 siècles, il y avait une jeune femme en robe bleue, royale, couronne d'or, debout dans une roseraie. Et à ses côtés, à genoux avec des chaînes aux poignets, un homme. Le visage de la femme était identique à celui d'Isabelle Moreau. Le visage de l'homme était identique à celui de Richard Montaigne. Mêmes yeux, même structure faciale,
comme si l'artiste de 1125 avait peint une photographie d'eux. Richard lâcha la photo, recula. Sa respiration s'accéléra. Antoine continua. Et il y a plus. J'ai trouvé des chroniques du royaume de Bourgogne. Année 1225. Elles parlent d'une invasion du royaume d'Aquitaine et d'un esclave germain nommé Amaury qui brisa ses chaînes pour défendre la reine. Il a reçu 7 coups de lance, mort dans le jardin du château. Heure exacte documentée, 23h47. Date, 15 août 1225. Richard s'assit, tremblant. La reine Camille, continua Antoine, survécut, mais ne se maria jamais. Elle mourut 3 ans plus tard, officiellement de fièvre. Mais les chroniqueurs écrivirent qu'elle mourut de tristesse. Et voici la partie qui va te briser. Antoine lui tendit un autre document. Traduit du latin médiéval, c'était une lettre, écrite par la reine Camille, datée du 10 août 1228, 3 jours avant sa mort. Richard lut, et les larmes commencèrent à couler. La lettre disait « S'il existe une vie après cette vie, je le chercherai, peu importe le temps que cela prendra. 100 ans, 500, 1000, mon âme reconnaîtra la sienne. Et même si nous devons naître dans des mondes différents, même s'il est roi et que je suis esclave, mon cœur le trouvera. Car certaines promesses ne se terminent pas avec la mort. Amaury a juré de me retrouver dans chaque vie, et je jure de l'attendre. Jusqu'à l'éternité. » Richard ferma les yeux et vit toutes, pas des visions fragmentées, mémoire intégrale. Il était Amaury, Isabelle était Camille, et 8 siècles plus tard, tous deux avaient tenu leur promesse. Si cette histoire ne t'a pas donné des frissons, laisse-moi te dire que ce qui s'est passé ensuite était encore plus impossible. Certaines histoires ne devraient pas être réelles, mais elles le sont. Richard sortit du musée à 8h du matin, conduisit directement au manoir Montaigne. Il devait parler à Isabelle. Il devait lui montrer la photo du portrait, les chroniques, la lettre. Mais Isabelle n'était pas là. Monsieur Dubois l'informa qu'Isabelle avait appelé à 7h du matin. Elle ne viendrait pas travailler. Urgence familiale. Richard paniqua. Où est-elle? Le majordome hésita, puis soupira. Monsieur Richard, je ne devrais pas vous dire ça, mais Isabelle a une fille de 4 ans, atteinte de leucémie. Elle est hospitalisée à l'hôpital Saint-Louis. Isabelle fait 3 gardes pour payer le traitement. Richard sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit? Parce que vous n'avez jamais demandé, répondit Monsieur Dubois doucement. Richard prit les clés de sa voiture. Quelle chambre? 407, 4e étage. Richard conduisit à l'hôpital Saint-Louis, à 140 km à l'heure. Se gara mal? Courut au 4e étage. Trouva la chambre 407. Et ce qu'il vit le détruisit. Sophie, une petite fille de 4 ans, était sur le lit d'hôpital, pâle, avec des tubes connectés à ses bras, endormie. Et Isabelle était assise sur une chaise près du lit, la tête appuyée sur le matelas, la main tenant celle de Sophie, endormie d'épuisement. Elle avait des cernes profondes, des vêtements froissés. Elle avait pleuré. Cela se voyait sur ses joues tachées. Richard entra en silence, s'approcha et, sans réfléchir, posa sa main sur l'épaule d'Isabelle pour la réveiller doucement. Et à cette seconde, le monde explosa. Vision partagée. Tous deux la virent. En même temps, complète, vivide, comme s'ils y étaient. 1125, 15 août, nuit, pleine lune. Le château de Bourgogne est attaqué. Des cris, du feu. Des soldats du royaume d'Aquitaine, enfonçant les portes. Du sang dans les couloirs. Amaury, esclave germain de 32 ans, est dans la roseraie quand il entend que les envahisseurs se dirigent vers les appartements de la reine. Sans réfléchir, il brise les chaînes de ses poignets. Le métal s'enfonce dans sa chair. Il saigne. Mais il est libre. Il saisit l'épée d'un soldat tombé et court vers la tour royale. Il trouve 3 soldats ennemis en train de défoncer la porte de la chambre de la reine Isabelle. Il hurle, les affronte, tue 2 d'entre eux. Le 3e le blesse, une lance dans l'épaule gauche. Alaric s'écroule, mais se relève. D'autres soldats arrivent, 5. Il est seul contre 5. Il reçoit une 2e lance, cuisse droite, une 3e lance, abdomen, mais il ne tombe pas.
parce que s'il tombe, elle meurt. Une 4e lance, poitrine. 5e, dos. 6e, bras gauche. Alaric tombe à genoux, crache du sang, mais il s'interpose entre les soldats et la porte. La reine Isabelle sort, voit Alaric couvert de sang, hurle, s'agenouille à ses côtés. Les soldats fuient. La bataille est perdue pour eux. Les renforts du royaume arrivent. Mais il est trop tard pour Alaric. Isabelle le prend dans ses bras, le porte au jardin de roses, son endroit favori, où il parlait en secret tous les soirs. Elle l'allonge sous le plus grand rosier, pleine lune au-dessus d'eux. 23h40. Alaric se meurt. Une 7e lance a perforé son poumon. Il saigne par la bouche. Isabelle pleure. Elle soutient sa tête sur ses genoux, lui caresse le visage. « Ne me quitte pas », murmure-t-elle. Alaric sourit, faiblement. Dans chaque vie, ma reine, je te retrouverai. Isabelle retire la bague de son doigt. La bague qu'elle a donnée à Alaric il y a 3 mois. Elle la glisse sur sa main. Et moi, je t'attendrai, dit-elle en sanglotant. Même si je dois te chercher pendant 1000 ans. Alaric prend sa dernière respiration. 23h47. Isabelle hurle, pleure sur son corps et jure, face à la lune, face aux roses, face à Dieu et à l'univers, qu'elle le retrouvera, peu importe le temps que cela prendra. La vision se termine. Richard et Isabelle ouvrent les yeux en même temps, dans la chambre 407 de l'hôpital Saint-Michel. En 2025, 800 ans plus tard, ils pleurent tous les deux. Ils se regardent et sans mots, ils savent que c'est réel. Ce n'était pas un rêve, ce n'était pas de l'imagination. C'était eux, il y a 800 ans, s'aimant, se perdant, se faisant une promesse et se retrouvant à nouveau. Isabelle se lève, tremblante. Richard aussi. Ils se regardent, à 1 demi-mètre de distance. Et Richard tombe à genoux, comme Alaric, comme il y a 800 ans. Seulement, maintenant il ne se meurt pas. Il est vivant. Et elle aussi. Je t'ai retrouvé, murmure Richard d'une voix brisée. Je t'ai cherché dans chaque vie. Et je t'ai retrouvé. Isabelle tombe à genoux devant lui, prend son visage entre ses mains, exactement comme Isabelle l'avait fait en 1225. Et moi, je t'ai attendu, répond-elle en larmes. 800 ans, et je le referai. Ils s'embrassent et pleurent, parce qu'après 800 ans, 2 âmes sont enfin réunies. Dans le lit, Sophie ouvre les yeux, voit sa mère pleurer avec un inconnu, et d'une petite voix demande « Maman, ça va ?» Isabelle se sépare de Richard, essuie ses larmes, s'approche de sa fille. « Ça va, mon amour, mieux que jamais. » Richard se lève, voit Sophie, la petite fille sœur de 4 ans, pâle, malade, luttant pour vivre. Et quelque chose s'active en lui. Ce n'est pas la première fois qu'il voit cet enfant. Dans ses visions, dans ses rêves. Il avait vu Isabelle avec une petite fille, au palais, une enfant qu'Isabelle soignait comme si elle était la sienne. Sophie le regarde aussi, et sans que personne ne lui ait rien dit, elle sourit. « C'est toi le monsieur des rêves de maman. » Isabelle se fige. « Qu'est-ce que tu as dit ? Sophie ?» La petite fille montre Richard du doigt. Maman parle de lui quand elle dort. Elle dit qu'elle l'a attendu longtemps. Richard sent son cœur se dilater. Il s'approche du lit, s'assoit sur le bord et d'une voix douce dit « Comment te sens-tu ?»« Sophie, fatiguée, » répond la fillette. « Mais moins aujourd'hui, parce que maman est heureuse. » Richard regarde Isabelle et prend une décision. « Je vais payer tout le traitement, » dit-il. « Le meilleur, les meilleurs médecins, tout ce dont elle a besoin. » Isabelle secoue la tête. « Non, je ne peux pas accepter ça. Ce n'est pas de la charité, » dit Richard. « C'est une dette de 800 ans. » Isabelle pleure, mais insiste. « Je ne veux pas que tu paies parce que tu te sens obligée. » Richard prend sa main, la regarde dans les yeux. « Je ne le fais pas parce que je dois le faire. Je le fais parce que je t'aime. Je t'aime depuis 800 ans et je ne vais pas te perdre à nouveau. Ni toi, ni Sophie. » Silence. Isabelle serre sa main et finalement hoche la tête. Richard appelle le docteur Dubois, lui demande des contacts avec les meilleurs oncologues du pays. En 3 heures, Sophie a une réunion médicale avec 4 spécialistes. En 6 heures, elle a un nouveau plan de traitement, expérimental, cher, mais avec 80% de taux de succès. Richard paie tout.
sans hésiter. Cette nuit-là, Isabelle s'endort à l'hôpital. Richard aussi, assis côte à côte sur des chaises inconfortables, mains entrelacées. Et pour la première fois, en 800 ans, ils dorment tous les deux sans cauchemar. 3 jours plus tard, Richard organise quelque chose de spécial. Il invite Isabelle au manoir Montaigne. Pas comme employée, comme invitée. Monsieur Dubois prépare un dîner formel. Table pour 2, bougies, roses. Mais Richard a quelque chose d'autre de prévu. Il emmène Isabelle dans le salon principal. Il y a une harpe ancienne, décorative. Elle est là depuis 40 ans. Personne ne la touche. « Je veux te montrer quelque chose », dit Richard. Il s'approche de la harpe. « Mais ne la touche pas. Regarde Isabelle. » Dans la vision que nous avons partagée, Isabelle jouait de la musique pour Alaric. Tous les soirs, dans le jardin de roses, Isabelle acquiesce. « Je me souviens. » Richard sourit. « Je crois que tu sais encore comment faire. » Isabelle secoue la tête. « Je n'ai jamais touché une harpe de ma vie. »« Essaie !» insiste Richard. Isabelle s'approche, touche les cordes avec des doigts tremblants. Et l'impossible se produit. Ses mains bougent seules, comme si elles se souvenaient, comme si elles avaient fait ça 1000 fois. Et elle commence à jouer. Une mélodie ancienne, médiévale, belle, mélancolique. La même mélodie qu'elle fredonnait dans la cuisine il y a quelques semaines. La mélodie qu'Isabelle jouait pour Alaric il y a 800 ans dans le jardin de roses du palais. Isabelle joue pendant 5 minutes, les yeux fermés, les larmes coulant. Ses mains se souviennent de chaque note, chaque pause, comme si son âme avait gardé la musique pendant 8 siècles. Quand elle termine, elle ouvre les yeux. Richard est à genoux, pleure. Cette chanson, murmure-t-il, je l'écoutais tous les soirs, pendant que je mourais, pendant que je vivais. C'était la nôtre. Isabelle quitte la harpe, court vers lui, s'agenouille. Et ils s'embrassent, pour la première fois, en 800 ans. Et c'est comme rentrer à la maison. Si cette histoire ne vous a pas donné la chair de poule, vous n'avez pas d'âme. Commentez « âme sœur » si vous croyez que les connexions vraies transcendent le temps. Les mois suivants furent transformateurs. Sophie a répondu au traitement, mieux que prévu. En 3 mois, sa leucémie était en rémission. Les médecins ont appelé ça un miracle. Richard a appelé ça le destin. Isabelle a quitté ses 3 emplois. Richard a insisté, pas parce qu'il l'entretenait, mais parce qu'elle avait besoin d'être avec Sophie pendant le traitement. Et parce que, honnêtement, il avait besoin d'être avec elle. Ils ne vivaient pas ensemble. Pas encore. Les choses allaient lentement, mais ils passaient tous les jours ensemble. Petit déjeuner, dîner, week-end paisible dans le jardin du manoir Montaigne. Richard fit planter 800 roses, une pour chaque année d'attente, et il installa une fontaine, en forme de lion, identique à celle du palais de 1225. Isabelle pleura quand elle la vit. Le docteur Alexandre Ruiz devint un ami proche du couple. Il leur montra toutes les chroniques, tous les documents, et bien que, en tant que scientifique, il ne put croire à la réincarnation, il ne pouvait nier les évidences. Un après-midi, Alexandre les emmena au musée national, dans la galerie privée. Il leur montra le portrait original de 1225. Isabelle et Richard se tinrent devant, contemplant leur propre visage peint, il y a 800 ans. Isabelle en robe bleue, couronne d'or, debout dans un jardin de roses, Alaric à genoux, chaînes brisées au sol, la main d'Isabelle sur son épaule, et au fond, une inscription en latin qu'Alexandre traduisit. Amor vincit omnia, et mortem. L'amour conquiert tout, même la mort. Richard prit la main d'Isabelle, et devant le portrait de leur vie passée, il lui posa une question. « Épouse-moi ». Isabelle se tourna. Surprise, Richard sortit une bague de sa poche, en or, ancienne. La même bague qu'Isabelle avait trouvée au grenier. L'anneau de 1225, avec l'inscription « I plus A » pour l'éternité. Non pas parce que nous sommes Alaric et Isabelle, dit Richard, mais parce que nous sommes Richard et Isabelle, et je ne veux pas attendre 800 ans de plus pour être avec toi. Isabelle pleura et dit « Oui ». Ils se marièrent 3 mois plus tard. Cérémonie intime, dans le jardin de roses du manoir, exactement là
où le palais de 1225 avait existé. Sophie fut la demoiselle d'honneur, complètement rétablie, ses cheveux repoussants, souriant. Le docteur Alexandre officia, Monsieur Dubois pleura, et les 800 roses fleurirent toutes, en même temps, comme si l'univers célébrait. Richard et Isabelle échangèrent leurs vœux. Il dit « Dans cette vie et dans toutes celles à venir, je serai tien. » Elle répondit « Je t'ai attendu 800 ans, et je le referai. Mais maintenant, je n'ai plus à attendre. » Ils s'embrassèrent, et deux âmes, séparées par la mort en 1225, se sont finalement réunies en 2025. Promesse tenue. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que ce qu'ils découvrirent ensuite allait prouver que le destin a des plans plus grands que quiconque ne peut l'imaginer. 1 an après le mariage, Richard et Isabelle étaient assis dans le jardin de roses. C'était le 15 août, exactement 801 ans après qu'Alaric mourut dans les bras d'Isabelle. Richard avait organisé quelque chose de spécial, un dîner sous les étoiles, exactement à 23h47, l'heure à laquelle Alaric avait rendu son dernier souffle. Mais cette fois, il n'y avait pas de mort, seulement la vie, l'amour et des promesses tenues. Isabelle portait l'anneau de 1225 à son doigt. Richard avait une réplique identique à la sienne, fabriquée avec la même inscription « I plus ça » pour l'éternité. Sophie, maintenant âgée de 5 ans, jouait parmi les roses, complètement saine. Ses cheveux avaient repoussé longs et foncés. Elle riait, courait, vivait. Les médecins avaient dit que c'était un miracle. Richard savait que c'était autre chose, le destin, parce que Sophie n'était pas seulement la fille d'Isabelle. Dans les visions qu'ils avaient dû partager, ils avaient vu Isabelle s'occuper d'une petite fille au palais de 1225, une orpheline qu'Isabelle avait adoptée comme sa propre enfant. Sophie était cet enfant, réincarnée, de retour avec eux. Les 3 âmes, réunies, après 800 ans. « Richard, » dit Isabelle cette nuit, en regardant les étoiles, « crois-tu qu'il y a d'autres personnes comme nous ?» Richard la regarda. « Que veux-tu dire ?»« Des personnes qui se reconnaissent, qui ressentent des connexions qu'elles ne peuvent expliquer, qui rêvent de vie qu'elles n'ont pas vécue dans ce corps, mais dont leur âme se souvient. » Richard y réfléchit et acquiesça. « Je crois que oui. Je crois qu'il y a des millions de personnes qui ressentent la même chose. Mais elles n'ont pas de preuves. Elles n'ont pas de documents historiques. Elles ont seulement cette sensation, et la plupart l'ignorent. Parce que la société dit que c'est impossible. » Isabelle serra sa main. « Alors, nous devrions les aider. » Et cette conversation changea tout. S'il y a une chose à faire après avoir entendu une histoire comme celle-ci, c'est de la partager. Parce que quelque part, quelqu'un a besoin de savoir que les connexions inexplicables sont réelles. Partagez cette vidéo. Sauvez une timeline. 6 mois plus tard, Richard et Isabelle fondèrent la fondation âme connectée. Ce n'était pas une fondation caritative traditionnelle. C'était un centre de recherche, de documentation et de validation. Leur mission, aider les personnes qui éprouvent une reconnaissance inexplicable d'âme à trouver des réponses. Grâce à la recherche historique, à l'analyse ADN, à la régression guidée et à la documentation scientifique, le docteur Alexandre Ruiz devint le directeur de la recherche. Ils installèrent des bureaux dans une vieille maison à la périphérie de Paris, embauchèrent 3 historiens, 2 généticiens, un psychologue spécialisé dans la mémoire, et ouvrirent les portes. Au cours du 1er mois, ils reçurent 47 demandes. Des personnes du monde entier qui avaient ressenti des connexions inexplicables, qui rêvaient d'endroits qu'elles n'avaient jamais visités, qui reconnaissaient des visages de personnes qu'elles venaient de rencontrer, qui avaient des marques de naissance aux endroits où elles avaient été blessées dans des vies passées. L'histoire de Richard et Isabelle était devenue virale. Alexandre avait publié un article scientifique documentant leur cas, avec des photos du portrait de 1225, les chroniques, les marques de naissance identiques, la lettre d'Isabelle, titre de l'article, Reconnaissance d'âme, un cas documenté de mémoire, transgénérationnel, non génétique. Il fut rejeté par 12 revues scientifiques, trop controversé, trop impossible. Mais la 13e revue, le Journal of Consciousness Studies,
le publia. Et ça explosa. En 6 mois, l'article fut cité 2400 fois. Des scientifiques du monde entier commencèrent à enquêter sur des cas similaires. Des universités ouvrirent des départements d'études de conscience. Et la conversation passa de « La réincarnation existe-t-elle » à « Comment la documenter scientifiquement ?» La fondation âme connectée commença à traiter des cas. Cas 1. Chloé Lefebvre, 34 ans, Lyon. Rêvait depuis l'enfance de se noyer dans un bateau. À 28 ans, elle rencontra un homme dans un café. Elle ressentit instantanément de la panique et de l'amour en même temps. L'enquête historique révéla Bateau Titanic, 1912. Une passagère nommée Chloé Lefebvre, décédée par noyade, voyageait avec son fiancé, Jean-Luc Dubois. Photo du passeport de 1912. Visage identique à celui de Chloé. L'homme du café, descendant direct de Jean-Luc Dubois. Cas documenté, classé comme connexion probable. Cas 7. Li Mei, 29 ans, Pékin. Depuis l'âge de 5 ans, elle prononçait des phrases en allemand, sans jamais l'avoir appris. Elle faisait des cauchemars sur des camps de concentration. Marque de naissance en forme de numéro sur l'avant-bras. Enquête, camp d'Auschwitz, 1944. Prisonnier allemand, Hans Weiss. Numéro d'identification tatoué. Même motif que la marque de naissance de Li Mei. Photo d'archives. Similitude faciale de 87%. Cas documenté. Archivé comme mémoire transgénérationnelle confirmée. Cas numéro 12. Amélie Dubois, 26 ans, France, homosexuelle. Depuis l'adolescence, elle rêvait d'une femme en robe Belle Époque. À 24 ans, elle a visité le musée d'Orsay, à Paris. Elle y a vu un portrait datant de 1900. C'était la femme de ses rêves. Recherche, comtesse Léonie de Valois, 1900, aristocrate française. A eu une liaison secrète avec sa dame de compagnie, Camille Rousseau. Toutes deux périrent dans un incendie au château de Valois. Des lettres retrouvées documentaient leur amour interdit. Amélie a une tache de naissance ressemblante à une brûlure dans le dos, exactement au même endroit où la comtesse Léonie a été brûlée, selon les rapports médicaux de 1900. Cas documenté, archivé comme connexion romantique transgénérationnelle. En 2 ans, la Fondation a documenté 89 cas. Tous n'étaient pas des réincarnations. Certains étaient de la mémoire génétique, d'autres de simples coïncidences statistiques. Mais 23 cas ont été classés comme connexions hautement probables. 23 personnes qui ont trouvé des réponses. 23 âmes qui ont cessé de se sentir folles. Richard et Isabelle ne demandaient pas d'argent pour ce service. Tout était gratuit, financé par la fortune de Richard. Mais plus important encore, financé par une vocation. Parce qu'ils avaient vécu des années sans réponse, se sentant comme des fous. Et maintenant, ils pouvaient donner aux autres ce qu'ils avaient désespérément cherché, une validation. Mais l'impact le plus grand n'a pas été sur les cas documentés. Il a été sur les milliers de personnes qui ont lu les histoires et se sont finalement autorisées à croire en leur propre connexion. L'homme qui a ressenti une reconnaissance instantanée avec sa femme lors de leur premier rendez-vous et à qui tout le monde disait que c'était juste de la chimie. La femme qui a visité le Japon pour la première fois et a pleuré parce qu'elle avait l'impression d'être revenue à la maison. L'enfant de 4 ans qui parlait de son autre famille dans un pays qu'il n'avait jamais visité. Le couple qui s'est rencontré dans un aéroport et a senti qu'il s'était cherché pendant des vies. Tous commentaient. Les vidéos de Richard et Isabelle, dans les articles, sur les réseaux sociaux. Moi aussi, j'ai ressenti ça. Moi aussi, j'ai rêvé de quelqu'un avant de le connaître. Moi aussi, j'ai une tache de naissance qui n'a aucune explication médicale. Et le message de Richard et Isabelle était toujours le même. Vous n'êtes pas fou. Votre âme se souvient. Et c'est suffisant. Certaines histoires n'ont pas besoin d'être crues par tout le monde. Elles ont juste besoin d'être validées pour une personne. 3 ans après leur mariage, Isabelle était enceinte. Richard a pleuré en l'apprenant. Pas de tristesse, de gratitude. Parce qu'en 1125, Alaric était mort avant de pouvoir avoir des enfants avec Isabelle. Maintenant,
8 ans, non 3 ans plus tard, ils allaient avoir une famille. Sophie était très heureuse. Elle allait être grande sœur. Une petite fille est née en août, le même mois où Alaric était mort. Ils l'ont appelée Isabelle. Pour la reine, pour la promesse, pour l'amour qui a traversé 800 ans. Et quand Richard a pris sa fille dans ses bras pour la première fois, il a ressenti quelque chose qu'il n'attendait pas. La paix, comme si une dette cosmique avait été payée. Comme si l'univers disait « Tu as réussi, tu as tenu ta promesse. Maintenant, vis ». Le docteur Alexandre Dupont a publié un deuxième article 5 ans après le premier. Titre « Âme connectée, analyse de 89 cas, documenté de reconnaissance transgénérationnelle ». Cette fois, il a été accepté par Nature Human Behavior, l'une des revues scientifiques les plus prestigieuses au monde. L'article comprenait analyse statistique des tâches de naissance corrélées avec des blessures historiques documentées, cas de compétences inexplicables génétiquement, phénomène de reconnaissance instantanée avec validation historique, proposition de cadre théorique pour la mémoire, non local de la conscience. La communauté scientifique a explosé. La moitié l'a qualifiée de pseudoscience, l'autre moitié l'a qualifiée de révolutionnaire. Mais personne n'a pu nier les données. 89 cas, documentés, avec des preuves historiques, des photos, des documents, des chroniques. 3 universités ont ouvert des lignes de recherche formelles sur la conscience transgénérationnelle. Et Richard et Isabelle, qui voulaient seulement des réponses à leur propre connexion, sont devenus le cas d'étude le plus documenté de reconnaissance d'âme de l'histoire. Mais pour eux, rien de tout cela n'importait. Ce qui importait, c'était ça. Se réveiller ensemble, déjeuner avec Sophie et Isabelle, se promener dans le jardin de 800 roses, jouer de la harpe pendant que Richard écoutait, s'asseoir sous les étoiles le 15 août à 23h47 et se souvenir, pas avec tristesse, mais avec gratitude, parce que la douleur de 1225 avait donné naissance au bonheur de 2025. 10 ans après leur rencontre, Richard et Isabelle ont été invités à donner une conférence à l'université de la Sorbonne. Un auditorium avec 800 personnes, des étudiants, des professeurs, des sceptiques, des croyants. Isabelle a parlé la première. Elle a raconté son histoire. Depuis le premier contact, les visions, la peur, le déni et finalement, l'acceptation. Richard a parlé ensuite. Il a montré des photos du portrait de 1225, les chroniques, la lettre d'Isabelle, les taches de naissance, l'anneau. Mais la partie la plus puissante a été lorsque Sophie, maintenant âgée de 14 ans, est montée sur scène. Elle a parlé avec une voix claire, mature, et a dit quelque chose que personne n'attendait. Moi aussi, je me souviens. L'auditoire s'est tu. Sophie a continué. Je me souviens du palais, du jardin de roses, de ma mère, Isabelle, qui s'occupait de moi. J'avais 6 ans quand Alaric est mort. J'étais là, j'ai tout vu. Et quand Isabelle est morte 3 ans plus tard, j'avais 9 ans. J'ai été orpheline. J'ai été envoyée dans un couvent. Je suis morte à l'âge de 12 ans, de la fièvre, seule. Des larmes coulèrent sur son visage. Mais elle souriait. Et maintenant, je suis ici, avec eux à nouveau. Mais cette fois, pas comme orpheline, mais comme fille. Et cette fois, personne ne va mourir. Cette fois, nous allons vivre. L'auditoire a éclaté en applaudissements. Certains pleuraient, d'autres étaient sous le choc. Mais tous ont ressenti quelque chose. L'espoir. L'espoir que la mort n'est pas la fin. Que les connexions vraies transcendent le temps. Que les promesses faites avec le cœur peuvent être tenues même après 800 ans. À la fin de la conférence, une femme de 60 ans a levé la main. « J'ai rencontré quelqu'un il y a 40 ans, » dit-elle d'une voix tremblante. J'avais l'impression de le connaître depuis toujours. Mais la société a dit que c'était trop rapide, que ce n'était pas réel. Alors je l'ai laissé partir. Et je le regrette chaque jour. Isabelle est descendue de scène, a marché vers elle et lui a dit quelque chose qui était resté gravé dans la vidéo. Il n'est jamais trop tard. S'il était votre âme sœur, votre âme le reconnaît encore, cherchez-le. Et s'il n'est pas dans cette vie,
Votre âme le trouvera dans la prochaine. Parce que certaines promesses n'ont pas de date d'expiration. La femme a pleuré et 3 mois plus tard, elle a envoyé un email à la fondation. Je l'ai retrouvé. Il s'était marié. Il est veuf depuis 2 ans. Je lui ai écrit. Il se souvenait de... Moi, nous nous sommes rencontrés. Et c'était comme si 40 ans avaient disparu. Nous allons nous marier en décembre. Ce sont ces histoires qui changent le monde. Pas les grandes, mais les petites. Une personne à la fois, une connexion à la fois. Et tout a commencé avec un contact accidentel entre une employée et un millionnaire. Un mardi matin, à 7h pile, quand Isabelle Moreau servit le café à Richard Montaigne. Et 800 ans d'histoire explosèrent en une seule seconde. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Vous, qui écoutez ceci, avez-vous déjà eu l'impression de connaître quelqu'un que vous venez de rencontrer? Avez-vous croisé le regard de quelqu'un et senti que vous aviez attendu toute votre vie ce moment? Avez-vous visité un lieu et eu l'impression d'y être déjà allé? Si la réponse est oui, laissez-moi un commentaire. Racontez votre histoire, parce que quelque part, quelqu'un d'autre ressent la même chose. Et votre commentaire pourrait être la validation dont il a besoin pour croire en sa propre connexion. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez écouté toute cette histoire sans pause, c'est parce que quelque chose dans votre âme reconnaît la vérité, que l'amour véritable ne se termine pas avec la mort, que certaines promesses traversent les vies, que les âmes sœurs sont réelles et que lorsque 2 âmes sont destinées à être ensemble, l'univers entier conspire pour qu'elles se rencontrent. Peu importe combien de temps cela prend, 100 ans, 500, 800, les âmes connectées se reconnaissent, toujours, se rencontrent toujours, accomplissent toujours leurs promesses. Richard et Isabelle l'ont prouvé, et ils vivent maintenant la vie qu'Alaric et Isabelle ont rêvé il y a 800 ans, ensemble, en paix, en amour, pour toujours. Parce que certaines histoires ne se terminent pas. Elles se transforment seulement de tragédie en triomphe, de mort en vie, de promesse en réalité. Et c'est l'histoire la plus belle de toutes.